Hélène Houssin-Poussier, à nous faire un retour, notamment sur l'accompagnement des victimes, donc pendant et après la crise. Donc, Hélène, bah, si déjà tu peux nous dire de quoi parle-t-on quand on parle de cet accompagnement-là et qui sont les victimes? Alors oui, en effet, moi je vais plutôt parler de ce qu'on aurait pu appeler la cellule de soutien psychologique. Comment est-ce qu'on pourrait définir une victime? Une victime, ce sont toutes les personnes qui vont être exposées en fait à un événement qui va avoir un potentiel traumatisant. Donc ça peut être les professionnels, les usagers ou toute personne qui se sera trouvée sur l'événement au moment où il se produit. Chaque personne peut se trouver affectée de manière différente. On ne peut jamais prédire de comment les gens seront impactés parce que le potentiel traumatique, en fait, il est très subjectif. Chaque personne peut réagir différemment à ce qu'il va vivre et on ne peut donc jamais anticiper totalement la réaction des personnes. Euh, Ceci dit, ce qu'il faut anticiper et ce que l'on peut anticiper, c'est que sur un événement de crise, quel qu'il soit, on peut se retrouver avec des personnes qui seront victimes et qui pourront présenter un genre d'état de choc, en fait. Avec un traumatisme psychique. Je ne parle pas de traumatisme physique là, mais une situation qui va engendrer des difficultés psychologiques. Ce qu'on peut anticiper, en fait, c'est l'accompagnement de ces victimes. Il y a des choses qui existent. On entend souvent parler des cellules d'urgence médico-psychologiques qui sont notamment déployées sur les événements très graves. Mais sans aller parler d'événements très graves, tu parlais tout à l'heure dans ta présentation d'incendie ou d'inondation. Un incendie dans une structure sanitaire ou médico-sociale peut engendrer en fait des réactions chez certaines personnes, un stress intense, voire un stress dépassé qui va engendrer des réactions qu'on ne peut pas forcément prévoir. Quand la personne se trouve en situation de stress dépassé, en fait, elle va avoir des réactions qu'elle ne va pas contrôler, qui peuvent être soit la fuite, soit l'état de sidération, avec une dissociation entre la personne et l'événement, soit avoir une réaction qu'on appelle d'attaque, mais qui va être de réaction et d'agir sur le moment. Mais souvent, ces personnes-là, il faut également y être vigilant parce que ils font ce qu'il faut faire, mais peuvent se retrouver en fait dans une incompréhension de leur réaction, être qualifiés de héros et avoir ce sentiment de devoir être un héros à chaque fois, sans avoir compris comment ils ont pu réagir de cette manière. Donc faut aussi être vigilant aux personnes pour lesquelles on a l'impression en fait qu'ils ont très bien réagi et qu'ils vont très bien. Comment on peut anticiper et prévoir? Ben, en fait, en cas de situation de crise, il faut prévoir un espace, un sas, pour recevoir toutes les personnes qui ont été exposées, de manière à les sécuriser. Le principe même de la crise, c'est de se retrouver dans un sentiment de perte de sécurité, avec éventuellement une impression de risque pour sa vie, pour sa survie ou pour celle des autres. Et même pour celle des autres, peut engendrer un choc traumatique sur une personne. Le but étant bien sûr d'éviter toutes les réactions de l'ordre du stress post-traumatique que l'on pourrait retrouver chez les usagers, aussi bien chez les professionnels. Donc un stress post-traumatique chez un professionnel peut avoir une incidence très très importante sur sa vie quotidienne, personnelle, mais également professionnelle. Et un stress post-traumatique chez un usager peut rendre plus difficile son accompagnement ou son bien-être au quotidien. Donc ça va être du ressort de la structure de pouvoir prévenir en fait ce stress post-traumatique. Je parlais des cellules de soutien psychologique. Je pense à l'incendie dont tu parlais tout à l'heure. Euh, on ne va évidemment pas proposer un soutien psychologique dans les toutes premières minutes, voire heures
pendant l'incendie ou à la suite de l'incendie. L'idée étant d'abord de sécuriser les personnes et d'assurer leurs besoins fondamentaux. Je t'entendais parler de couverture, ça peut effectivement être des couvertures, une réserve de nourriture, de biscuits à proposer, un café, un moment ou un espace où les gens vont pouvoir se retrouver de nouveau en sécurité. Dans l'idéal, pas éloigné de la structure qui subirait l'incendie, euh, mais de pouvoir les accueillir en sécurité et de s'intéresser à ce dont ils ont besoin réellement sur ce moment. Je me souviens d'un exemple où des victimes, c'était justement sur un incendie, leur première préoccupation était de se procurer des chargeurs de téléphone pour pouvoir appeler leurs proches. En fait, et ils étaient loin d'être au moment où ils pouvaient en fait exprimer ce qu'ils ressentaient. Les préoccupations n'en étaient pas là du tout. Demander à quelqu'un d'exprimer ce qu'il ressent dans un événement grave trop tôt pourrait être vécu de manière très violente. Donc sur des événements très graves, ce qu'on appelle le diffusing, en fait, la cellule le psychologique pour faire verbaliser les gens directement après, il faut l'éviter. Elle peut être vécue de manière très très violente. Les gens vont se retrouver en état de choc et ne seront même pas forcément en capacité de dire quoi que ce soit. Donc là, c'est la mise à l'écart et la sécurité avant tout. Et la période de verbalisation viendra ensuite, ce qu'on appelle habituellement le débriefing. Je suis partie un peu loin là sur la notion de victime. Du coup, je ne sais même plus si j'ai répondu à la question. Oui, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Après, est-ce que tu aurais des exemples? Alors, tu parlais éventuellement de petits kits, enfin, des exemples de choses très concrètes qu'on peut mettre facilement en place, nous, au sein des établissements, enfin, ou, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais, que ce soit dans l'accompagnement des personnes, mais aussi pour un peu, voilà, les premières heures, quoi. Pour les premières heures, oui, dans ta présentation, tu parlais de couverture, effectivement, mais ça peut être dans un endroit effectivement sécurisé, une machine à café, un stock de couverture, du sucre, du thé, des biscuits, des chargeurs de téléphone ou d'ordinateur portable, quelques vêtements et du mobilier type chaise, table. Bon, ça en espérant, dans le cas d'un incendie, que tout ne brûle pas ou qu'il puisse y avoir, en fait, que vous puissiez anticiper la mise à disposition d'un lieu, d'un espace à proximité du vôtre qui pourrait accueillir en fait les usagers qui se retrouveraient potentiellement victimes de manière à les sécuriser directement. Ça peut être une piste de partenariat à avoir en cas de crise importante, par exemple. Et dans la mesure du possible, d'avoir un psychologue éventuellement mais dans les premières heures, il ne s'agit pas forcément d'avoir un psychologue, mais quelqu'un qui soit en capacité d'écoute active et de recevoir en fait la détresse et les demandes des gens. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être psychologue pour être en capacité de faire ça. Donc, quelqu'un qui pourrait être dédié à l'accueil en fait des potentielles victimes. Voilà, vraiment quelqu'un. Donc, si on parle de de ce sas où il va y avoir du café et ces chargeurs de téléphone, qu'il y ait une personne qui reste dans cette salle et qui accueille les gens. On ne les laisse pas seuls, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter, nous, à notre liste, justement, des personnes qui peuvent composer la cellule de crise, quelque part. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ne jamais se prémunir, enfin, ne jamais faire l'économie j'ai envie de dire, de cet état des lieux, de la souffrance des potentielles victimes, parce vraiment, on ne sait jamais qui peut développer un stress post-traumatique ou qui peut se retrouver en état de choc. En préparant l'intervention, je me souviens d'avoir remis le nez dans quelques documents et d'avoir retrouvé l'explicatif d'un dispositif de la SNCF actuelle qui est de relever le conducteur après un accident de personne. Aujourd'hui, c'est une obligation
Donc le conducteur de la locomotive est relevé, c'est un autre conducteur qui ramène le train à la suite d'un accident de personne. Et ça date en fait des années 90 où il y a eu un déraillement dans le sud de la France. Heureusement, seulement quelques blessés. Mais en fait, l'enquête a montré que 2 heures avant ce déraillement, le même conducteur avait percuté un homme qui tentait de sauver son chien. L'homme n'est pas décédé, mais il a été grièvement blessé. Et le conducteur, estimant que ça allait, a insisté pour reprendre la machine et continuer son voyage. Or, 2 heures après, il n'a pas pris en compte des signaux d'avertissement sur la voie et a pris un aiguillage beaucoup trop vite. Donc même, pourquoi je redonne cet exemple? Parce que même quelqu'un qui vous semble aller bien, qui vous semble, on a envie de dire, fort et qui va s'en sortir, on ne peut pas prédire que dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre, il n'y ait pas une réaction, un effondrement à la suite de ce qui vient d'être vécu. Donc il faut vraiment s'intéresser à chaque individu. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Ça, il faut surtout pas passer à côté. Merci Hélène. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu souhaitais nous partager par rapport à ces accompagnements. Euh, le, on peut, par rapport à ces accompagnements, là, on parle effectivement de situations de crise avec des événements qui peuvent être très importants comme une inondation, un incendie, mais puisqu'on parle d'accompagnement des victimes ou de soutien psychologique, le décès d'un usager peut revêtir un caractère potentiellement traumatique pour les professionnels qui auront suivi cette personne et s'intéresser au bien-être dans les heures et dans les jours qui suivent de ces professionnels est important, ne serait-ce à l'issue d'un décès compliqué, ou pas forcément un décès, hein, ou une agression quelle qu'elle soit, d'avoir un moment d'échange, pas forcément avec un psychologue, mais en équipe, pour pouvoir discuter de ce qui vient de se passer, peut aussi permettre d'évacuer toutes les tensions, tout ce stress, de diminuer ce stress qui peut engendrer des difficultés attentionnelles derrière, en fait. Donc, ce que je veux dire là, en gros, c'est ne pas laisser repartir chez eux des professionnels ou des usagers ou des bénévoles sans avoir eu un moment où on a pu échanger avec eux. Hein, je me souviens, moi, d'un collègue il y a très longtemps qui m'avait dit, bah, oui, j'aurais dû venir te voir avant de partir parce que je suis rentrée chez moi et en fait, bah, j'ai failli avoir un accident parce que j'étais pas attentif au volant, parce qu'il repensait à ce qu'il venait de vivre dans l'établissement. Donc, au-delà des situations de crise importantes, même des événements enfin, qui relèveraient de l'événement indésirable, même grave, là aussi, dans l'accompagnement, il faut s'en préoccuper. On peut se retrouver face à des victimes. Hmm. Oui, tout à Voilà. fait. Merci. Merci Hélène.